Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Aujourd'hui, c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit d'un épisode qui va vous parler d'une de mes passions, du sport. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je le sais à première vue comme ça, mais c'est du sport. Et je reçois aujourd'hui deux invités pour vous en parler, Arnaud et Alex, aussi appelés Asreg, je vous expliquerai pourquoi. Arnaud et Alex qui vont se présenter et ensuite on vous parle de ce qu'on fait ensemble comme sport. Bonjour Arnaud, bonjour Alex. Bonjour Jocelyn, merci pour l'accueil. Arnaud, donc je suis le gérant de la salle EVA à Troyes et partiellement également celle de Reims. Donc EVA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est eSport Virtual Arena. C'est une start-up française qui a développé c'est un studio qui a développé un jeu de réalité virtuelle qui se joue, on dit dans le jargon, en free roaming, donc c'est en déplacement libre. C'est avec du matériel embarqué où les gens peuvent s'adonner à un jeu qui est échangé après sur une surface de 500 mètres carrés. Donc voilà, vous imaginez à peu près la taille d'un terrain de basket ou de handball sur lequel 10 personnes peuvent jouer librement sans être attachées à un fil, etc. Ce qui change toute l'expérience et on arrive peut-être à ce que tu évoquais, le côté sportif. Ok, merci. Et donc Alex? Du coup, moi, c'est Alex, responsable e-sport de la communauté en général de EVA 3 et du bon fonctionnement du matériel de la salle. Et accessoirement, Et joueur e-sport. Joueur, donc le Asreg de tout à l'heure, qui est ton pseudo dans le jeu. Et tu es actuellement à quel niveau sur EVA? Je joue actuellement en EVA Ligue 1, donc c'est la meilleure compétition qu'on peut retrouver en France, et on est vice-champion de France. Donc la Ligue 1, comme au foot finalement, à EVA, il y a des divisions, donc des divisions locales, division 1, division 2, division 3, division 4 à 3, parce qu'on a sur la ville de Troyes la chance d'avoir assez de gens passionnés pour pouvoir faire 4 divisions. Et puis ensuite des ligues nationales, Ligue 2, puis Ligue 1. Et donc toi aujourd'hui Ligue 1, peut-être que demain il y aurait une compétition européenne ou internationale, parce que je vois qu'EVA c'est quelque chose c'est un concept qui prend. Aujourd'hui ça représente combien de salles et quelle, en termes de géographie, quelle implantation? Alors aujourd'hui, il y a vraiment une quarantaine de salles, essentiellement franco-françaises, puisque je vous le disais tout à l'heure, EVA est une start-up française, donc le maillage du territoire s'est fait en France. Et aujourd'hui, l'accent se met sur le développement international, avec une salle aux US, 2 ou 3 salles au Middle East, Bahreïn, Kuala Lumpur. On a l'Allemagne qui a ouvert il y a 2-3 mois, il y a une salle à Madrid, il y a la Suisse qui a ouvert également il y a un mois ou deux. Donc aujourd'hui, l'accent, c'est d'être sur la scène internationale et en effet, pour le côté sportif, derrière, d'embrayer sur demain des compétitions internationales sous couvert. Mais il y a déjà 2 qui ont été organisées, qui ont plus un caractère symbolique, parce que les Français, chaque fois, roulent sur les étrangers, mais le rapport de force n'est pas le même. Parce que c'est ouvert ici depuis plus longtemps et qu'on a des gens qui s'entraînent. Ok, super. Donc le e-sport qui est quand même quelque chose pour les gens, c'est les compétitions par exemple de LoL, League of Legends, etc. Donc on voit beaucoup de jeunes sur des ordinateurs avec un clavier, une souris ou avec une manette. Là, pas du tout. En fait, tu parlais de combien 500 mètres carrés de salle, mais en réalité, même pour nous joueurs à l'intérieur, parce que donc moi je suis aussi en compétition, alors à un beaucoup plus petit niveau que Alex, puisque je suis en division locale, mais pour nous joueurs, comme on est dans un monde virtuel, la salle peut être beaucoup plus grande pour nous d'un point de vue perception de l'espace, puisqu'on va jusqu'à son extrémité et qu'ensuite le jeu nous retourne dans l'autre sens pour la reparcourir ou alors nous téléporte ailleurs, donc on a l'impression d'avoir 1000 mètres ou 2000 mètres parfois, enfin à force de courir dedans on s'y perd. Aujourd'hui, il y a donc des divisions locales, des compétitions au niveau national, en ligue. Il y a des tournois aussi qui sont organisés avec des cash prizes. Donc on en parlait un petit peu avant le podcast, c'est quelque chose qui devient très communautaire. On est sur Twitch. Comment vous voyez l'avenir de EVA? J'imagine très positif puisque c'est la 2e salle que tu ouvres, mais comment tu vois les choses et peut-être comment EVA voit les choses pour le futur? Alors, de toute façon, dans le nom, déjà, c'est eSport Virtual Arena. Donc, d'emblée, EVA a affiché ses intentions. C'est de faire une activité de réalité virtuelle qui peut se faire à la fois en loisir, mais les vraies ambitions sont e-sportives, à l'instar de LoL, comme tu l'expliquais, et la volonté
d'Eva, c'est demain d'avoir peut-être un horizon de 5 ans, 200 salles à travers le monde, pour justement avoir ce circuit compétitif. Dans le projet initial, en fait, Eva, quand ils ont fait leur recherche et développement et qu'il a fallu faire une levée de fonds avant de faire un réseau, il faut quand même un peu de ressources. Il y a un fonds d'investissement qui s'appelle eTrust Sport qui a mis dedans. Et en fait, dans ce fonds, comme acteur, il y a entre autres la Française des Jeux et le groupe Amaury, donc organisateur du Paris de France, du Tour de France, du Paris-Dakar, etc. Donc, d'entrée, au moment de la R&D, c'était affiché très clairement de vouloir avancer vers quelque chose de compétitif. Et les investisseurs au départ du projet étaient dans ce schéma-là. Voilà. Bon, par contre, un circuit compétitif, parce qu'il y a toujours une notion économique, avant qu'il soit rentable, il faut adhérer avec une version grand public. Et ne serait-ce que pour que la communauté se constitue, il faut que ça puisse parler à tout le monde. Si c'est très élitiste, le circuit compétitif ne pourra pas voir le jour dans les années à venir. Donc, tout le monde connaît le football et ne joue pas forcément au football, mais à un moment donné, à jouer un peu au ballon avant de créer des structures. Donc, c'est vraiment cette vision-là qui a été faite au départ du projet EVA par les 3 fondateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs modes de jeu, dont un qui est clairement pas du tout compétitif, mais plutôt destiné à l'expérience VR, l'expérience réalité virtuelle. En déplacement toujours, parce que la notion de déplacement libre est très importante, parce que ce qui peut freiner un petit peu pas les mentales, mais les usagers comme moi qui ne sont pas des addicts du côté compétitif, c'est le côté un peu désagréable et l'effet nauséeux que peut donner la réalité virtuelle. C'est une vraie question. Quand on fait des expériences à la maison, c'est ce qu'on appelle un problème de motion sickness, c'est un décalage dans l'oreille interne. Quand vous êtes statique et que le décor bouge, ça crée un déséquilibre d'oreille interne et qui donne un effet nauséeux. Comme là, on se déplace, on s'affranchit justement de ce côté très désagréable. Donc, Eva, oui, veut les développer du grand public, mais où on ne retrouve pas justement ces sensations qu'on peut avoir sur de la réalité virtuelle à domicile. Ok, ouais, parce que ça, quand j'en parle, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, quand on parles à tes amis de ce que tu fais, les gens me disent « Ah, je ne sais pas comment tu fais, parce que moi, je serais malade, etc. » Et je leur dis « Mais j'ai jamais vu personne être malade en mettant les casques à la salle, alors qu'il y a des comités d'entreprise qui viennent pour faire des choses un peu de team building ou n'importe. J'ai vu la dernière fois que j'étais venu à la salle, que vous aviez eu l'armée qui était venue, ça devait être un grand moment aussi, parce que pour le coup, c'est des militaires qui s'entraînent dans la vie réelle à faire ce qu'on fait nous dans l'espace ou dans la neige ou dans la jungle, parce qu'on voit un peu de tout. Mais en fait, il n'y a jamais personne qui s'est plaint. C'est très à la marge. Il y a des personnes ultra sensibles, mais c'est même pas 1% des personnes qui passent sur la reine. Parce que moi, l'a priori que j'avais, c'était plus de dire si demain il y a des gens qui ont des lunettes ou des choses comme ça, mais en fait, ça passe dans le casque. Ouais, tout est fait pour. Le casque est suffisamment profond pour pouvoir mettre les lunettes directement dedans. Donc, peu importe la vue, peu importe comment on est, on peut tout simplement. Et en termes d'âge, il y a un âge légal pour aller dans une salle EVA faire. Alors, nos jeux sont accessibles à partir de 12 ans, parce que ça reste un jeu de tir, même s'il n'y a pas d'effusion de sang ou de violence, on reste sur un jeu de tir. Donc, légalement, c'est à partir de 12 ans. Et actuellement, on a aussi une contrainte technique, parce qu'il y a une taille minimum requise pour que le casque détecte bien tous les QR codes qui permettent de faire le tracking. Et si la personne est un peu de taille inférieure, on peut avoir des petites pertes de tracking et on pourrait engendrer des risques de collision. C'est des choses qui sont en train d'évoluer, où on pourra peut-être descendre en âge, mais pour l'instant, on est plutôt sur une activité qui concerne majoritairement, j'ai envie de dire, les 25-45 ans, mais ça se pratique de 12 ans à 77. Le week-end, on a des sessions avec les petits-enfants, les parents et les grands-parents. Voilà. Okay. L'avantage de l'activité EVA, c'est qu'elle est très facile à prendre en main. Elle est beaucoup plus simple que derrière un PC ou une console où il y a 36 boutons sur lesquels il faut appuyer. Là, c'est très intuitif puisque vous êtes le joueur du jeu, donc c'est vos déplacements qui font déplacer la personne. Il faut juste l'index pour tirer sur la gâchette comme si c'était énorme et il n'y a pas d'autre aptitude. Et j'ai l'impression que c'est nettement moins dangereux finalement qu'un paintball ou qu'un laser game.
Parce que dans le paintball, bon, on prend les chocs, donc là, automatiquement, les billes, on sait ce que ça peut faire comme bleu. Mais dans le laser game, les décors sont tangibles. Donc ça veut dire qu'à la vitesse à laquelle on se déplace, si aujourd'hui on passe à travers un décor en laser game, on sent passer. Tandis que là, avec la réalité virtuelle, bon, bah, si malheureusement on passe à travers une caisse ou un mur, en fait, il n'existe pas. Donc tout ce qu'on prend, c'est une mort virtuelle. Donc globalement, c'est moins dangereux. Après, en compétition, je mets quand même un petit bémol parce que j'ai tourné quelques consignes de sécurité parce qu'il y a quand même la présence physique des personnes qui sont dans la salle. Et pour tout te dire, j'ai tourné les 2 premiers podcasts de cette semaine avec les premiers invités avec une grosse croûte ici sur le côté du nez parce qu'à la compétition de cette semaine, j'ai pris un choc de quelqu'un qui arrivait derrière moi avec l'arme en avant et je l'ai pris l'arme dans le nez. Donc j'ai marqué sur. Il y a quand même quelques consignes de sécurité à respecter et si elles sont respectées, il n'y a pas lieu d'avoir en effet de choc ou de contact physique. Non, il y a vraiment, je pense, des chocs, c'est essentiellement dans les compétitions. Et donc quand on commence à monter un peu en niveau, parce que les gens essayent d'être plus vifs que la personne en face, mais dans l'amusement, en effet, s'ils respectent le fait de ne pas courir comme des azimutés dans la salle, ça se passe bien. Et traverser un mur virtuel, parce que derrière le mur virtuel, il peut y avoir une personne réelle physique. A priori, peut-être un autre concept, un petit peu du genre de karting dans le secteur où vous vous trouvez, qui devrait ouvrir prochainement. Donc c'est plutôt pas mal, puisque ça va continuer à pousser vers le haut cet espace. Donc là, on est à Saint-Julien, plus précisément, et pas à Troyes pour la salle. Oui, on est sur le site de Marc Avenue. Ex-bâtiment des marques sur l'arrière. Et d'ailleurs, est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver un espace pour implanter une salle dans l'agglomération troyenne? Comment ça s'est passé? La difficulté d'une implantation d'une salle EVA, la principale problématique, c'est le local, c'est le bâtiment, parce que beaucoup de villes ont signé et n'ont pas vu le jour faute de trouver le bâtiment. 2-3 contraintes techniques. Il faut déjà cette surface de 500 m² sans poteau. Et ça, il y a peut-être 60-70% des cellules qu'on élimine parce qu'il y a un poteau, il faut 16 mètres de largeur et il y a un poteau à 15,50 mètres, donc ça ne va pas, ou dans l'autre sens, dans la longueur. Il faut qu'on ait un débit de fibre qui soit suffisant parce que c'est quand même la matière première, le débit Internet. Et puis après, il faut que ça reste dans un prix qui soit économiquement acceptable. Donc, un bâtiment à minima, de environ 1000 m², sans poteau sur 500 m², un bon débit de fibre et un prix raisonnable, déjà, il y a des territoires, notamment, je pense, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où c'est assez compliqué parce que économiquement, ça ne tient pas. Le sujet troyen, on n'a pas eu ce problème puisque c'est le bâtiment qui est venu vers nous, vers EVA, pour faire le projet. En fait, le propriétaire du local troyen est également du propriétaire du local de EVA à Lyon-Nord. Okay. Et en fait, séduit par le projet avec des locaux disponibles sur Marc Avenue, ils se sont dit il y a peut-être un moyen de réhabiliter la zone, de la dynamiser, de l'orienter vers le loisir. Et donc, c'est le propriétaire qui est venu vers nous pour dire on a des locaux et l'agglomération troyenne faisait partie des territoires qui étaient ciblés ou cochés par EVA, donc ça s'est fait dans ce sens-là. Donc, on n'a pas eu de problématique forcément, mais ça peut être, j'ai en tête quelques villes où ça fait 2 ou 3 ans qu'on entend et qui n'ouvrent pas faute de bâtiments. Donc c'est une franchise, donc comme tu dis, ils ont déjà des villes cibles avec probablement, j'imagine, un nombre d'habitants minimum pour pouvoir implanter... Il faut un minimum, un bassin de 100 000 habitants pour qu'une salle EVA soit viable ou envisager une implantation. Okay. Alors, après, ça peut pondérer en fonction des territoires, parce qu'en fonction de la capacité économique du territoire, des fois on peut être un peu en dessous, ou certaines il faut être un peu au-dessus. Et puis voir aussi, donc, 1 heure aux alentours, quelles sont également les villes de taille moyenne qui se situent, puisque sur une activité EVA, le rayonnement se fait à peu près 1 heure autour de la salle. Pour la partie grand public. La partie compétitive, c'est plutôt du local, parce que faire 1 heure de voiture pour venir s'entraîner, ça peut vite freiner. Oui, quand on vient 2 fois par semaine, il y a plus cher de déplacement. Ou 6 fois par semaine, il peut y avoir plus cher de frais de déplacement que d'abonnement. Mais voilà, c'est globalement, si on doit
trouver une référence, il faut compter une agglomération de 100 000 habitants. Ok. Et donc là, en fait, le propriétaire des murs a dit à la franchise Eva, écoutez, moi je connais Eva puisque je suis propriétaire des murs de Lyon, donc si vous voulez, ils sont disponibles. Voilà. Et Eva a pris le franchisé le plus proche qui était Reims. Non, c'est parce que j'avais en tête de dire à Eva, si j'en ouvre une deuxième, 3 faisait partie de chose. Donc le propriétaire, on dit à Eva, il y a 3, et ils m'ont dit, bon, tiens, Arnaud, il nous a parlé de 3, l'occasion se présente, regardez, faites pas. Voilà, Okay. Super. Ça aurait pu sinon être différé de 12 mois. Mais c'était dans mon intention, en deuxième ville, après Reims, c'était de faire ça à 3. Et un peu pas précipité, mais avancé par l'opportunité qu'offrait le propriétaire. Et comment t'en es venu à faire ça? Enfin, je veux dire, excuse-moi, mais je pense pas que t'es un passionné de base des jeux vidéo. Je suis passé de la CBS à la Wii, et puis je me suis arrêté à la Wii. Donc voilà, c'est des fois les hasards de la vie. Historiquement, j'ai un métier qui n'a rien à voir avec ce milieu-là, puisque je suis plutôt issu du milieu bancaire. Et puis, il y a un truc qui s'appelait le Covid en 2019. J'avais entendu parler. Qui a fait un peu réfléchir tout le monde et surtout qui me suis interrogé sur le devenir du métier, parce que l'environnement bancaire avant 2019 n'était pas forcément simple et je travaillais beaucoup avec des professionnels. Comme on était quand même en train pas de tomber, mais de pénaliser les entreprises avec des PGE et d'amputer leur capacité d'autofinancement, je me suis dit que le marché de l'entreprise allait peut-être être compliqué pendant quelques années. Donc j'avais deux options, soit faire le dos rond et vivre sur sa trésorerie, ou faire un autre projet. Et puis un soir où on était confinés, j'avais vaguement entendu parler d'Eva sans trop comprendre et on ne savait pas me donner d'infos. Je me suis mis à faire un peu de recherche et puis quand notamment j'ai vu ce que j'évoquais tout à l'heure, que Eva avait fait une levée de fonds et qu'il y avait un fonds d'investissement dans lequel il y avait eu entre autres Ultra Sport avec le groupe Abrevet Française des Jeux. Petite étincelle s'est allumée en haut dans ma tête en se disant c'est pas des philanthropes, s'ils sont venus, c'est qu'il y a peut-être une réalité de marché, il y a quelque chose d'avenir. Bon voilà, et puis après l'excitation de la page blanche, du défi, du challenge, de s'intéresser à un univers qui m'était complètement inconnu. De fil en aiguille, je me suis rapproché d'Eva et quand vous appelez un franchiseur en période de Covid en disant je voudrais un peu plus de renseignements, il est pour le moins surpris. Et il est disponible. Et il était surtout très à l'écoute parce qu'en fait, Eva avait fait sa présentation à la Paris Games Week, donc un mois avant un ou 2 mois avant le confinement. Pas confinement, mais les débuts parce qu'on était au premier confinement là, je crois. Okay. Avant les débuts des Covid, en vue justement d'ouvrir ce réseau. Donc ça s'est arrêté un peu net. Et les quelques sollicitations qu'ils avaient, ils avaient plutôt des gens passionnés par le jeu, par l'activité qu'ils avaient testé à la Paris Games Week, plus que des personnes qui avaient un profil, j'ai envie de dire, entrepreneurial ou gestionnaire. Et donc là, il y avait une certaine réceptivité chez eux, justement, de pouvoir échanger sur le comment on allait réussir à rendre ça viable et pérenne. Voilà, parce que les passionnés, on n'est pas forcément toujours dans la raison quand on entreprend, quoi. Là, j'imagine qu'il en faut un peu parce que, à titre informatif, est-ce que tu peux nous donner rapidement quelques chiffres sur ce que ça représente d'ouvrir une salle EVA? Bon, déjà, il y a le salaire de Alex qui est important, ça prend un peu simplement ça plombe le budget. Ouais. Non, je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais ça va dépendre de l'état du bâtiment. Et on parlait notamment tout à l'heure de la difficulté de trouver un bâtiment. Vous avez vite fait de refaire 100 000 € de travaux sur un bâtiment pour le rendre bien. La fourchette, il faut pour une simple arène, puisque Eva fait des simples ou doubles arènes, pour une simple arène, il faut compter entre 400 et 500 000 € clé en main pour avoir un projet de salle. La variante étant surtout le montant des travaux à réaliser pour la salle. 500 000, tu as le matériel pour pouvoir accueillir tes 10 joueurs. Du clé en main, le bar, le BFR pour démarrer, etc. Je donne vraiment entre le moment où je parle au projet et puis je suis en capacité d'ouvrir.
il faut voilà, avoir entre 400 et 500, encore une fois, selon c'est les travaux, parce que on doit avoir une surface vraiment qui soit plane au maximum. Nickel, Bon, s'il faut avec refaire, les QR codes sur les murs autour et tout. s'il faut refaire 1000 mètres carrés de chape, ça peut vite, le budget peut vite grimper, quoi. L'électricité, des choses comme ça. Ou tirer si on n'a pas de fibre dédiée et qu'il faut tirer à 1 kilomètre, bon, voilà, il y a des variables, mais l'ordre de grandeur, on est, on va dire 450 si on veut couper la poire en deux, quoi. Et tu dis qu'il faut prévoir le besoin en fonds de roulement, donc on entreprend dans EVA avec l'espoir que la salle elle est rentable à partir de combien de temps? Il y a un minimum 6 mois de perte. De perte, oui, et puis le temps de se faire connaître, etc. Et toute l'importance, parce qu'on est un modèle où les frais fixes, on les a à 100% au départ. Donc il faut le loyer, le remboursement du matériel. Donc le BFR au départ peut vite déraper. Peut vite déraper. Ouais. Donc ça, c'est ça. Après, l'avantage de ce type de modèle économique, comme on en frais fixe, une fois que vous avez passé ce volume, pour le coup, quand vous dépassez votre point mort, là, c'est beaucoup plus de marge, quoi. Ouais. Les abonnés ne pourraient pas jouer s'ils étaient en tarif grand public. Donc pour une salle, il y a forcément la notion économique des abonnés, elle est moindre. Ils sont plus perçus comme un peu des ambassadeurs de la salle. Ils participent et contribuent au rayonnement de la salle. Alors économiquement, c'est pas non plus neutre, complètement neutre, mais il y aurait une salle avec 100% d'abonnés, économiquement, elle ne tiendrait pas. Même remplie On représente à l'aune du chiffre d'affaires global de la salle. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on représente, nous, abonnés c'est un équilibre économique. Une salle, il doit y avoir tendance à dire, allez, ça doit être un tiers les abonnés, un tiers le grand public et un tiers le team building des entreprises. Entre 25, en général, on est plutôt aux alentours de 25% sur la partie abonnée. Voilà, faut pas opposer les typologies de clientèle. Elles sont vraiment complémentaires, elles n'ont pas le même but, elles n'ont pas le même objectif, elles n'ont pas le même intérêt économique pour la salle. Enfin, c'est vraiment un ensemble. Et la grande erreur serait de vouloir opposer le côté e-sport compétition au loisir. C'est une complémentarité. Et la diversification des jeux doit contribuer à tout ça. Et donc Alex, toi aujourd'hui, tu gères la salle de Troyes. À la base, tu n'es pas troyen. Je crois que tu as suivi Arnaud. C'est Arnaud qui m'a invité dans le projet. C'était un bon petit gars. Il bossait bien à Reims. Il bossait bien à Reims, tu l'as ramené ici. Donc tu es marnais d'origine? De Châlons-en-Champagne. Bon. Je fais mes études à Reims. J'ai découvert EVA en tant que client pour y jouer. Je faisais mes études à côté. Donc je me suis inscrit dans la compétition assez vite vu que je suis un compétiteur, donc dès qu'il y a un enjeu, ça m'intéresse fortement. Et puis j'ai commencé tranquillement par un stage par rapport à mes études. Puis Arnaud a vu peut-être en moi un potentiel pour travailler, donc il m'a proposé directement de travailler à Reims. Puis quand le projet de Troyes a été mis en lumière, il m'a tout de suite demandé, puis j'ai dit oui. Et tu faisais déjà de la compète à l'époque où tu étais à Reims? Oui, on commençait la compétition. Forcément, Reims c'est l'une des premières salles en France à avoir ouvert. Donc forcément au tout début il n'y avait pas énormément de compétition, donc c'était pas le même niveau qu'il y a aujourd'hui, ça restait assez local de temps en temps, mais oui, la vraie compétition pour moi elle a commencé une fois que je suis venu à Troyes. Donc on peut dire que t'es un vieux joueur. Je suis un ancien, ouais. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 25 ans. 25 ans et tu gères la salle, c'est propre, et vice-champion de France, bravo. Ouais. Et sponsorisé surtout. Il est modeste, mais il est quand même. Savoir que avec son équipe, ils ont rentré le premier club sportif professionnel qui a pris sous sa coupe une équipe EVA, c'est les Stacks, et c'est avec Troyes. Donc c'est une petite révolution sur le circuit. Tu m'as coupé là. Je voulais dire parce que c'est le premier et même au sein d'EVA, ça a interpellé parce que jusque-là, c'est des copains qui créent une association, etc. Merci pour nous, c'est ce qu'on a fait. C'est une forme d'adoubement, en fait, de reconnaissance des pairs, on va dire. Là, mais après, il faut savoir que l'Estac à Troyes, donc le club de foot historique de Troyes, avait déjà une branche e-sport pour FIFA. Et donc, je pense qu'ils avaient une sensibilité. Et donc, comment ça s'est passé? C'est eux qui t'ont démarché ou c'est toi qui les as approchés?
Ça a commencé par une approche directement de la salle. On a voulu inviter le club de foot à venir tester quand on venait d'ouvrir. Ok. Ils ont plutôt aimé la partie loisir, l'activité. Mais la compétition au début, ça les intéressait pas plus que ça, parce qu'ils connaissaient pas, tout simplement. Donc on leur a dit, bah ok, on comprend. Entre-temps, on a fait finale de Coupe de France, donc à la Paris Games Week. Et c'est là qu'ils ont vu qu'en fait, l'équipe qui était déjà à 3, même si la salle venait d'ouvrir, était déjà potentiellement l'une des meilleures en France. Et puis sur Twitter, une blague qu'ils ont fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en 2024 du coup. Moi j'ai répondu, j'ai dit bah, pourquoi pas ouvrir une équipe EVA. Et puis tout de suite il y a eu des discussions et ils ont bien aimé le projet parce qu'ils voulaient quelque chose d'assez local. Ils voulaient rester sur une équipe troyenne où tous les joueurs étaient là, parce que souvent dans l'e-sport, vu qu'on peut jouer en ligne, les joueurs sont un peu éparpillés un peu partout. Nous on se rapproche vraiment beaucoup du sport et puis on est très local, donc le projet leur a plu. Bravo. Donc là, aujourd'hui, sur 2025, vous en êtes où avec l'équipe Estac, du coup, Eva? Donc avec l'Estac eSport, on a fini deuxième du championnat de Ligue 1. Malheureusement, on a perdu en finale 3-2. Donc c'est un match très serré. Donc on fait partie des meilleures équipes de France et on compte bien continuer jusqu'à la fin de la saison. Ok, bon, bravo. Écoute, moi je suis pas surpris parce que j'ai suivi les matchs en ligne, mais on mettra peut-être le lien sous la vidéo du Twitch, de la chaîne Twitch de Eva 3 pour que les gens puissent suivre. Et puis le lien évidemment du site pour pouvoir réserver une activité. Alors bon, du coup, que ce soit en famille, en entreprise, moi je milite pour que ma boîte vienne. J'essaye de trouver 9 autres personnes qui sont d'accord pour venir passer un seul quart d'heure avec moi, tu vois. Donc je retire dessus. Voilà, c'est ça, montrer qui sait le patron. Et puis en famille aussi, moi j'ai mon cousin qui joue, je le disais tout à l'heure, en Ligue 2, donc juste un niveau en dessous de toi. Donc nous on connaît bien en famille parce que à chaque fois qu'on mange en repas de famille, on saoule tout le monde avec avec la compétition. Ok, super. Donc là aujourd'hui, on a donc deux modes de jeu. On a un mode un peu horreur. Je veux pas en dire trop, mais on va dire horreur. Où, on est sur le frisson. Voilà, où on se fait peur. Un mode, celui auquel on joue tous les deux en compétition, où c'est du 5 contre 5 pour le grand public. Et pour nous, on est en 4 contre 4, ce qui fait qu'en fait, on a plus de place sur les cartes. Et donc, la stratégie est un petit peu différente et repensée. On court plus, notamment. Et puis, on en parlait un petit peu en off avant le début de la vidéo. Peut-être dans le futur, d'autres modes de jeu où il y a finalement... C'est pas peut-être, c'est avant fin d'année. On l'annonce avec certitude avant fin d'année. Ouais, avant fin d'année, un jeu sur un public qui sera beaucoup plus large. Donc, sans les armes. Voilà, sans les armes, on pourrait élargir parce que, alors, Eva a commencé par le jeu de tir parce que 80% de la communauté du jeu vidéo, il veut du shoot, mais il n'y a pas que ça, donc il reste 20%, j'ai envie de dire, de la population qui veut faire d'autres activités. Ça. Et il y a un autre jeu qui est en développement, qui prend plus de temps pour être, on va dire, grand public, tout en restant dans un format ou un schéma compétitif. D'accord. Mais voilà, celui-là, je n'ai pas les infos. Il est en développement et on est sur du plus long terme. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant venir expérimenter les modes de jeu actuels et en fin d'année, on a des belles surprises qui nous attendent. Fin d'année 2026, plus les nouveautés, les saisons qui sont récurrentes. 21 juillet pour la prochaine. Les saisons, pour en dire plus aux gens qui nous écoutent, c'est qu'on renouvelle dans le jeu déjà les armes parfois, alors soit en mettant des nouvelles, soit en changeant les dégâts ou la manière de manipuler celles qu'on a déjà. Je me souviens d'un viseur qui a changé sur une arme que j'aimais beaucoup et qui aujourd'hui on peut plus trop utiliser. C'est la méta. Voilà. Et puis on met des skins, ça c'est quelque chose que donc les skins c'est la couleur de votre personnage, etc. Donc nous c'est quelque chose qu'on adore, on les collectionne. Et puis des nouvelles cartes, surtout avec 2 nouvelles cartes là, avec des nouvelles stratégies qui sont sorties presque coup sur coup sur les dernières mises à jour. Et peut-être du coup mi-juillet, c'est de combien tu dis? Là, sur la fin juillet 21, je crois, la nouvelle saison. La saison, d'accord. Donc là il faut savoir qu'au moment où on tourne ce podcast, on est début juillet. Au moment où les gens nous écoutent, on est mi-août. Donc c'est le moment de se précipiter pour aller faire de l'expérience dans la salle et voir la nouvelle saison. Ok, ça marche. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose qu'on aurait oublié concernant le VA? Eva? Oui, c'est bon.
C'est la seule chose à rajouter, c'est cette expérience. Enfin, c'est une expérience qui se vit. Voilà, en fait, on parlait pendant 1 heure ou 2 heures, mais en fait, tant qu'on met pas un casque, on a du mal à comprendre ce qu'est l'expérience EVA. Ok. Donc, allez foncer, vivre l'expérience EVA ou EVA. Et peut-être une annonce pour parce que là, on a parlé donc des sorties de fin d'année d'un nouveau jeu. Mais on a la reprise ce qu'on appelle le split de la compétition. On a peut-être pour les abonnés un événement communautaire sur la fin d'année. Et quoi d'autre à l'agenda, Alex? La communauté, oui, comme tu l'as dit, on va essayer de fêter la 2e année de 23 déjà. Au niveau des compétitions, donc les ligues locales, le circuit amateur va continuer jusqu'à novembre. Et pour la Ligue 1, Ligue 2, donc c'est la 2e partie saison qui va commencer. Donc si vous voulez venir voir les matchs, ça se passe tous les mardis soirs à la salle. Alors c'est le seul truc que moi je trouve qui manque un petit peu, c'est ça, c'est que quand on est en compétition, je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui pourraient venir regarder et puis passer un moment de dingue parce qu'il y a une tension, on voit les joueurs courir, faire des actions. Et je trouve que même pour les non-joueurs, c'est peut-être ça qu'il faut aller chercher, c'est que les gens viennent regarder comme on va au bar regarder un match de foot, alors que comme tu dis, c'est pas des gens qui font de la compétition au foot. Hein. Souvent, d'ailleurs, tu les fais même pas courir pour certains d'entre eux. Donc, c'est après, je pense qu'avec ça, tu as raison, et c'est le niveau de maturité du jeu EVA en fait, qui soit un sport à part entière. Et si EVA réussit son pari de faire 200 salles à travers l'Europe et que ce soit un sport à part entière, là je pense qu'en effet il y aura de la notoriété et les gens viendront voir. On a, quand il y a des finales, on est un bus de Troyens quasiment quand même qui est parti, qui est parti les bars à Paris. Donc, mais ça reste pour les gens qui connaissent et qui sont ou les proches. Moi, j'essaye de faire venir ma compagne à chaque fois, comme ça, elle applaudit. Je vais même acheter des pompons pour se mettre au bord de la salle. Pour les drapeaux, etc. Super. Ok. Bon, bah écoutez, merci messieurs. Merci pour l'accueil. Et puis, à bientôt dans la salle pour de nouvelles aventures. Et j'espère que vous avez découvert un sport qui vous parle ou un jeu, parce que finalement c'est un sport et un jeu. Sachez que voilà, nous à la base, on a créé une association entre amis et aujourd'hui on y joue et entre amis et pour la compétition. Alex, lui, il joue avec sa compagne, oui. Qui est aussi une très très bonne joueuse et qui est dans l'équipe Estac et qui est aujourd'hui celle qui tient le micro quand on est en compétition et donc la streameuse de la salle. Donc à faire en famille, entre amis, à faire aussi d'un point de vue team building en entreprise. Arnaud et Alex vous attendent. Décidez-vous, c'est maintenant. À bientôt. Au revoir.